Une jeune infirmière donne du sang à un inconnu, ignorant qu'il est un millionnaire père célibataire qui réapparaîtra bientôt dans sa vie. La salle des urgences était un chaos total, les moniteurs bipaient, les téléphones sonnaient, les brancards roulaient en succession rapide. L'odeur âcre de l'antiseptique se mêlait au goût cuivré du sang dans l'air. Émilie se déplaçait à travers le bruit par instinct, gants enfilés, cheveux attachés en arrière, voix calme malgré l'adrénaline qui pulsait dans ses veines. Salle 3, besoin de suture, cria quelqu'un. J'y vais, répondit-elle, bien que ses pieds n'aient pas arrêté de bouger depuis le début de son service 6 heures plus tôt. Puis les portes s'ouvrirent à nouveau en grand, un brancard surgit, flanqué de paramédics. Un homme gisait immobile, la poitrine bandée, une profonde entaille sur l'abdomen suintant à travers la gaze. Homme, mi-trentaine, accident de voiture sur la 84, tension qui chute rapidement, saignement interne suspecté, hurla le paramédic tandis qu'il le poussait. Le docteur Chen, l'un des médecins seniors des urgences, enfilait déjà ses gants. Quel est son groupe sanguin? Appela une infirmière depuis l'ordinateur. AB négatif. Le cœur d'Émilie rata un battement. Le docteur Chen jura dans sa barbe. On est à court d'AB négatif. La dernière unité a été utilisée en chirurgie il y a 1 heure. La voix d'Émilie trancha net, je suis AB négatif. L'équipe se figea. Elle s'avança, ferme. Prélevez sur moi. Je suis en bonne santé, autorisé, sans médicaments. Prenez ce dont vous avez besoin. Le docteur Chen cligna des yeux. Émilie, il n'y a pas le temps. Tu as dit qu'il s'effondrait. Il la regarda un instant de plus, puis hocha la tête. Emmenez-la en transfusion, maintenant. Émilie suivit sans hésiter, son pouls battant au rythme de l'urgence dans la pièce. Tandis que l'aiguille glissait dans son bras, elle observa le sac commencer à se remplir de son sang. L'infirmière à côté d'elle demanda doucement, « Tu es sûr de toi? Donner du sang au milieu d'un service ?» Émilie esquissa un petit sourire. Quelle est l'alternative? Laisser quelqu'un mourir parce que c'est inopportun. L'infirmière n'insista pas. Quelques instants plus tard, son sang était transporté en urgence au bloc opératoire. Émilie resta en récupération seulement 20 minutes avant de se remettre sur pied, buvant de l'eau, la tête claire. Elle n'était pas du genre à se reposer quand elle savait que la vie de quelqu'un était encore en jeu. Elle passa devant la salle d'attente du bloc où elle surprit un paramédic murmurer à un collègue, sa fille a 6 ans. Il rentrait de son récital d'école. Elle est avec une voisine maintenant, elle demande si son papa va bien. Émilie s'arrêta, le cœur serré. Elle n'avait même pas vu son visage, ne connaissait pas son nom. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il était père, qu'il y avait une petite fille quelque part qui risquait de perdre la personne qu'elle aimait le plus au monde. Elle s'assit un moment de plus dans la salle de pause silencieuse, les mains encore légèrement engourdies, avant de se lever à nouveau, attachant ses cheveux plus serrés. Il y avait encore des patients à soigner. Au matin, l'homme était stable. Il avait survécu à l'opération. Émilie marchait dans le couloir quand elle vit le docteur Chen sortir du bloc, enlevant ses gants. Il l'aperçut et hocha la tête une fois. Tu l'as sauvé. Elle haussa doucement les épaules. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Mais le regard qu'il lui lança disait le contraire. Émilie se tourna vers le poste des infirmières, laissant le bourdonnement doux de l'hôpital l'engloutir une fois de plus. Elle n'avait aucune idée de qui était cet homme. Elle ne connaissait pas son histoire, ce qu'il faisait ou où il se dirigeait quand la vie l'avait frappé. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait le pouvoir d'empêcher son histoire de s'arrêter, et cela suffisait. L'appartement était silencieux. Émilie ferma la porte derrière elle et s'appuya contre elle un moment, laissant le silence l'envelopper comme une couverture. La lumière du couloir bourdonnait faiblement au-dessus. Elle ne prit pas la peine d'allumer quoi que ce soit d'autre, elle connaissait la disposition par cœur, chaque planche qui craque, chaque éraflure sur les placards, chaque coin qui portait les traces de sa solitude. Elle posa son sac sur le canapé usé et enleva ses chaussures, puis se dirigea vers la petite kitchenette, remplissant un verre d'eau. Son reflet dans la fenêtre au-dessus de l'évier la fixait, yeux fatigués, joues pâles, cheveux noués en un chignon désordonné. Elle avait l'air exactement comme elle se sentait, vidée, épuisée, mais toujours debout. Son téléphone vibra. « Maya, tu es vivante ?» Émilie sourit faiblement et tapa, à peine. « Tu veux venir demain ? J'ai besoin d'un petit déjeuner et d'une honnêteté brutale. » Maya, seulement s'il y a du café.
Elle posa le téléphone et se recroquevilla sur le canapé avec une couverture et une bouillotte, son corps se rappelant enfin ses limites. Son esprit, cependant, continuait de tourner en rond, comme toujours après des nuits comme celle-ci. Elle pensa à l'homme à qui elle avait donné du sang, à la petite fille qui l'attendait, à la façon dont la vie pouvait se briser si vite et comment parfois le sang d'un inconnu pouvait être la seule chose qui retienne quelqu'un. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance, ce n'était pas pour ça qu'elle l'avait fait. Mais une petite partie d'elle, au fond, voulait que quelqu'un comprenne ce que ce choix lui avait coûté, pas seulement physiquement mais émotionnellement. Les gens supposaient toujours que la gentillesse lui venait facilement. Ils ne savaient pas à quel point elle lui avait souvent rebondi dessus. Comme Nick, son ex-petite amie, qui lui avait dit un jour qu'elle était trop altruiste pour son propre bien. Au début, ça sonnait comme de l'admiration, mais avec le temps, c'était devenu une arme. Il avait profité de sa générosité, emprunté de l'argent qu'il n'avait jamais rendu, lui avait demandé de réorganiser ses services pour lui, l'avait culpabilisé pour qu'elle reste quand elle était épuisée. Le jour où elle l'avait enfin quitté, c'était le jour où elle avait réalisé que être gentil ne signifiait pas se laisser briser. Pourtant, même maintenant, des mois plus tard, une douleur sourde persistait, preuve que donner son cœur, même de bonne foi, ne finissait pas toujours par de la gratitude. Mais Émilie n'avait jamais arrêté de donner. Elle donnait juste différemment maintenant, plus prudemment, plus intentionnellement, non parce que le monde le méritait, mais parce qu'elle ne pouvait supporter l'idée de devenir froide. Cela signifierait se perdre entièrement. Le lendemain matin, Maya arriva en pantalon de pyjama avec 2 muffins à la main. Elles s'assirent en tailleur sur le sol du salon, sirotant du café dans des tasses dépareillées. « Tu as l'air d'avoir perdu un match de lutte contre une ambulance », dit Maya en la dévisageant. En quelque sorte, rit doucement Émilie. C'était une nuit rude. Raconte. Émilie hésita, puis, doucement, elle lui raconta le patient, le groupe sanguin, la petite fille. Maya cligna des yeux. Tu as donné du sang pendant ton service? Il n'y avait personne d'autre. Il serait mort. Tu ne le connais même pas. Je n'avais pas besoin de le connaître, dit Émilie. Je ne pouvais pas ne rien faire. Maya expira, secouant la tête avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Parfois, je pense que ton cœur est trop grand pour ton propre corps. Émilie sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Je me demande parfois, murmura-t-elle, si c'est stupide. Comme, est-ce naïf de continuer à se présenter, à aider, quand le monde prouve sans cesse qu'il s'en fiche vraiment? Maya tendit la main et serra la sienne. Ce n'est pas stupide, dit-elle. C'est courageux. Peut-être même rare. Mais définitivement pas stupide. Émilie baissa les yeux sur leurs mains, ses doigts encore légèrement bleuis par la perfusion de la veille. Je ne sais pas si ce que je fais compte, murmura-t-elle. Mais je sais que ne rien faire me entrait bien pire. Et avec cela, elle savait que quoi que la vie lui réserve, quel chagrin ou déception viendrait ensuite, elle ne cesserait pas d'être qui elle était. Parce que certaines personnes sont faites pour guérir, même quand personne ne regarde. La cour de l'hôpital au étage pédiatrique était inhabituellement animée cet après-midi de samedi. Émilie était passée sur son jour de congé pour déposer une boîte de livres donnés pour le coin lecture des enfants. C'était une routine qu'elle maintenait depuis des mois. De petits gestes pour les petits qui passaient bien trop de jours entre les perches à perfusion et les salles d'examen. La cour avait été conçue comme un mini-parc, avec des chemins sinueux, des bancs ombragés et une petite aire de jeux entourée de parterres de fleurs. C'était une rare tache de joie nichée dans le monde stérile de la médecine. Elle entra dans la lumière du soleil et s'arrêta. Une petite fille avec des couettes courait sur l'herbe, son rire haut et lumineux. Elle chassait des bulles, les bras battant joyeusement, jusqu'à ce qu'elle se tourne soudain et crie « Papa, regarde, j'en ai attrapé 2. » Les yeux d'Émilie suivirent la voix et se posèrent sur l'homme assis sur un banc à proximité, grand, bâti solidement, un doux pull bleu marine tendu sur des épaules larges. Sa posture était légèrement tendue, comme s'il se tenait prudemment. Un bras reposait sur ses genoux, mais l'autre main frottait absently son épaule gauche, une grimace traversant son visage quand il bougeait trop vite. Il souriait à la fille, pas distraitement, pas avec la mince politesse d'un parent fatigué, mais pleinement, comme si tout le reste du monde avait disparu. Puis la fille courut vers lui et dit « Papa, assieds-toi s'il te plaît, ton épaule te fait encore mal. » L'homme rit, écartant une mèche de cheveux de son front. « Ça va, ma chérie, promis. » Il s'arrêta, puis s'abaissa doucement sur le banc. « Promis. » Émilie se figea.
Il y avait quelque chose chez lui, quelque chose de familier, pas superficiel, mais plus profond, un sentiment dans son ventre qui tirait fort sur la mémoire. Puis elle vit le bandage qui dépassait sous le bord de son pull, près de la même épaule qu'il protégeait. Cela la frappa, la transfusion sanguine, l'accident de voiture, l'opération d'urgence. C'était lui. L'homme à qui elle avait donné du sang, celui dont la fille avait attendu, effrayée et seule, que son père revienne. Elle n'avait pas vu son visage cette nuit-là, il était inconscient, à peine accroché à la vie. Mais maintenant, le voir ici, vivant et riant, lui coupa le souffle. Elle sentit une étrange pression chaude monter derrière ses yeux. Il était là, entier, présent. Elle aurait pu tourner les talons, passer et laisser cela rester une vérité silencieuse connue d'elle seule. Mais au lieu de cela, elle resta, observant en silence, non comme une sauveuse, mais comme une témoin. Après un moment, l'homme leva les yeux et croisa son regard. Leurs yeux se rencontrèrent. Le cœur d'Émilie bondit. Il offrit un hochement de tête poli, du genre que les étrangers échangent. Elle hocha la tête en retour, mais ne dit rien. Elle n'était pas sûre de pouvoir, pas encore. Une infirmière sortit pour appeler le nom de la petite fille, Sophie, pour son examen. L'homme se leva lentement, grimaçant à nouveau en ajustant son épaule, puis prit la main de Sophie et ils marchèrent vers l'aile pédiatrique. Émilie resta en arrière, regardant leur silhouette disparaître par les portes coulissantes en verre. Sa main pressait légèrement sur sa poitrine, comme pour calmer le tremblement silencieux qui s'y construisait. Elle n'avait pas prévu cela, n'avait pas prévu de ressentir quoi que ce soit. Mais quelque chose en cet instant, son sourire, sa douceur avec sa fille, le fait qu'il marchait et respirait grâce à ce qu'elle avait fait fit remuer quelque chose en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très, très longtemps. L'espoir. Pas celui qui demande l'amour, juste celui qui murmure, peut-être que la vie peut rendre en des façons inattendues. Peut-être que la bonté revient en cercle, discrètement, sans cérémonie, sous la forme d'une petite fille avec des bulles et d'un père apprenant à rire à nouveau. Émilie se tourna et marcha lentement vers la sortie du personnel, ses pas plus légers qu'avant. Elle ne connaissait pas son nom, il ne connaissait pas le sien, mais d'une certaine façon, leurs histoires s'étaient déjà touchées, et cette vérité pulsait silencieusement en elle comme un second battement de cœur. Ils commencèrent à se croiser plus souvent, parfois dans le couloir en dehors de la récupération pédiatrique, d'autres fois près du café de l'hôpital où la queue était toujours trop longue et le café toujours un peu brûlé. Chaque rencontre commençait par un hochement de tête poli, un sourire passager, et progressivement se transformait en pause, courte conversation, et finalement visites intentionnelles. Liam n'était pas comme les autres parents avec qui Émilie interagissait. Il n'essayait pas d'impressionner ou de trop partager. Il ne posait pas de questions indiscrètes. Il écoutait simplement. Elle aimait ça. Et Liam, de son côté, était surpris de la facilité avec laquelle il parlait avec elle. Il y avait quelque chose de désarmant chez Émilie, peut-être sa calme, ou la façon dont elle ne le regardait jamais comme s'il était censé être quelqu'un d'autre. Avec elle, il n'y avait pas de performance, pas de titre, juste de la respiration, de l'espace et de la sincérité. Un après-midi, ils se retrouvèrent assis côte à côte sur un banc en dehors de l'aile des enfants. Sophie était à l'intérieur, coloriant avec des volontaires, et Liam avait quelques minutes pour lui. Émilie était en pause, une tasse de thé tiède dans les mains. Ils ne dirent pas grand-chose au début. Puis Liam se tourna vers elle et demanda doucement, « Crois-tu que tout arrive pour une raison ?» Elle réfléchit un moment, puis répondit, « Je crois que certaines choses arrivent sans raison, et nous leur donnons un sens après coup, parce que sinon, c'est juste de la douleur sans but. » Il hocha lentement la tête. « Ma femme est morte il y a 3 ans, dit-il, voix basse et ferme. Accident de voiture. » C'était soudain. Sophie avait juste 3 ans à l'époque. Émilie le regarda, non avec pitié, mais avec une compréhension silencieuse. « Je ne savais pas comment respirer après ça, » continua Liam, encore moins élever un enfant. « J'ai tout fermé, le travail, les gens, les émotions. Je suis devenu une machine, juste en mouvement, jusqu'à l'accident il y a quelques semaines. » Il hésita, frottant instinctivement son épaule gauche. « Ils m'ont dit que je n'y aurais presque pas survécu. » Sainement interne. Si l'aide était arrivée une minute plus tard. Émilie déglutit, le cœur serré. « Mais quelqu'un a donné du sang, » dit-il, sa voix s'adoucissant. « Quelqu'un m'a sauvé, et je ne sais même pas qui. » Elle baissa les yeux sur ses mains. « Je ne me souviens pas de grand-chose de l'ambulance, » poursuivit-il,
mais je me souviens d'avoir entendu une infirmière dire, il y a une petite fille qui l'attend, ne le laissez pas partir. Ça m'est resté. Ça faisait comme si quelqu'un là dehors croyait que j'en valais encore la peine. Le silence s'étira entre eux. Puis, presque involontairement, Émilie tendit la main et toucha doucement son épaule, celle qu'il protégeait toujours sous la fine couche de sa chemise. Elle sentit le bord de la cicatrice chirurgicale, faible, en relief, guérie mais encore là. Il se tourna vers elle, légèrement surpris par le toucher, mais ne recula pas. Elle dit doucement, certaines personnes survivent grâce à la médecine, d'autres parce que quelqu'un est resté. Il croisa son regard. Peut-être les deux, dit-il. Ses doigts s'attardèrent une seconde de plus, puis retombèrent doucement sur ses genoux. Elle ne lui dit toujours pas encore, non parce qu'elle voulait cacher, mais parce qu'en cet instant, cela ne lui semblait plus appartenir. L'histoire était à lui maintenant, sa vie, sa seconde chance. Ce qui comptait, c'était ce qu'il en faisait, et d'après ce qu'elle avait vu, il faisait de son mieux, avec humilité, avec amour pour sa fille, et une force qui n'avait pas besoin de rugir pour être réelle. Liam baissa les yeux sur la tasse dans ses mains, puis releva le regard vers elle. « Tu t'assois toujours comme ça ?» demanda-t-il. Elle haussa un sourcil. « Comme quoi ?»« Comme quelqu'un qui tient quelque chose de plus qu'une tasse. » Elle sourit faiblement. « Peut-être. Mais parfois, le tenir est mieux que le renverser trop tôt. » Il rit, un vrai cette fois. Cela fit son poitrine douloureuse d'une façon qu'elle n'était pas prête à nommer. Aucun d'eux ne le dit, mais ils le sentirent tous les deux, un changement, une graine, quelque chose de petit et inattendu commençant à pousser dans l'espace silencieux entre eux. Liam n'avait pas voulu surprendre la conversation. Il marchait dans le couloir en route pour la session de thérapie de Sophie quand deux médecins s'arrêtèrent près du poste des infirmières, discutant entre deux rondes. « Nuit folle » dit l'un. « Ce cas d'accident de voiture il y a quelques semaines. AB négatif, saignant rapidement, on était à court de sang, prêt à le perdre. » L'infirmière Émilie, « Hein » répondit l'autre. Elle s'est portée volontaire sur place. N'a même pas scié. Liam se figea en pleine foulée, son cœur battant fort. AB négatif. C'était son groupe sanguin. C'était sa nuit. Il se tourna lentement, les yeux balayant le couloir comme s'il le voyait pour la première fois. Les couleurs semblaient plus vives, l'air plus lourd. Émilie. Il avait été assis avec elle, avait parlé avec elle, et tout ce temps, elle lui avait sauvé la vie. Il n'alla pas à la session de Sophie. Au lieu de cela, il marcha droit vers le salon du personnel et attendit. Il n'eut pas à attendre longtemps. Émilie apparut 15 minutes plus tard, café dans une main, bloc-notes dans l'autre, l'air fatigué mais toujours aussi calme. Leurs yeux se rencontrèrent. Il dit son nom doucement. Émilie. Elle s'arrêta. Liam. J'ai besoin de te demander quelque chose, dit-il, voix plus basse maintenant. Elle hocha lentement la tête, posant le bloc-notes sur le comptoir. Il s'approcha. C'était toi. Elle ne fit pas semblant de ne pas savoir de quoi il parlait. Elle le regarda juste, ferme et silencieuse, puis fit le plus petit hochement de tête. Il expira, comme si l'air avait quitté ses poumons d'un coup. Tu savais, dit-il. Tu savais et tu ne m'as jamais dit. Il n'y avait pas de raison, dit-elle doucement. Tu guérissais. C'est ce qui comptait le plus. Il la fixa. Pourquoi ferais-tu ça pour quelqu'un que tu ne connais même pas? Elle soutint son regard un moment de plus avant de dire. Parce que quelqu'un a dit que ta fille t'attendait. Son souffle se coupa. Et je ne pouvais pas supporter l'idée qu'une petite fille perde son père comme j'ai perdu ma mère. Pas si je pouvais aider. Le silence entrepulsa comme une chose vivante. Il s'approcha, yeux fouillant les siens. Tu me l'as rendu à elle. À Sophie. À moi-même. Émilie baissa les yeux. Je ne cherchais pas la reconnaissance. Je ne pouvais pas rester immobile et ne rien faire. Liam prit sa main. Elle ne résista pas. Sa paume était chaude et ferme autour de la sienne, doigts tremblant légèrement. Tu ne m'as pas juste sauvé, dit-il, voix épaisse d'émotion. Tu m'as fait croire à nouveau. À quoi, demanda-t-elle doucement. À la gentillesse, murmura-t-il. À l'idée que quelqu'un pourrait faire quelque chose d'altruiste non parce qu'il le doit, mais parce que c'est qui il est. Elle cligna des yeux pour retenir des larmes soudaines. Il serra sa main doucement.
tu m'as rappelé que la gentillesse n'est pas morte. Qu'elle est peut-être juste silencieuse maintenant, cachée chez des gens comme toi. Émilie laissa échapper un souffle tremblant, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, elle sentit quelque chose changer en elle, pas juste un battement de cœur, mais un lâcher-prise de la peur, des murs, de la douleur sourde qui avait vécu en elle trop longtemps. Liam la regarda comme si elle était plus qu'une infirmière, plus qu'une bonne personne, comme si elle était quelque chose de miraculeux. Et elle se sentit, pour la première fois depuis des années, comme si peut-être elle l'était. La journée était chaude, le ciel d'un bleu infini parsemé de nuages cotonneux qui dérivaient comme des rêves. Liam avait suggéré l'idée en milieu de semaine, sa voix prudente mais pleine d'espoir, on pourrait aller quelque part, juste nous trois. Il y a un parc tranquille en dehors de la ville. Sophie l'adore. Émilie avait hésité seulement brièvement avant de dire oui. Maintenant, ils étaient là, étalés sur une couverture à carreaux sous l'ombre d'un large chêne, le son des rires flottant autour d'eux comme un chant d'oiseaux. Sophie courait sur l'herbe avec un cerf-volant rouge dansant derrière elle, ses petites mains serrant la ficelle de toutes ses forces. Émilie était assise à proximité, jambes croisées, ses doigts saupoudrés de farine après avoir aidé Sophie à décorer des cookies le matin. Elle regardait l'enfant courir, un doux sourire courbant ses lèvres. Liam revint du glacier avec de la limonade à la main, lui tendant une tasse. « Ça va ? » « Je suis parfaite, » dit-elle, et elle le pensait. Ils passèrent l'après-midi en moments si simples qu'ils semblaient sacrés, Liam s'occupant soigneusement d'un petit foyer, Émilie tranchant des pommes, Sophie tressant des fleurs en couronne. Ils mangèrent trop de marshmallows et racontèrent des histoires sous le soleil, leur rire résonnant à travers les arbres. Ce n'était rien d'extravagant. Pas de station de luxe, pas de cadeaux coûteux, mais cela semblait réel. Et pour Émilie, cela semblait nouveau. Elle n'avait pas grandi avec des jours comme ça. Son enfance avait été étroite, pleine d'inquiétudes, sa mère travaillant 2 emplois, sa maison remplie d'amour mais de peu d'autres. Après la mort de sa mère, la vie était devenue encore plus mesurée, moins spontanée. La sécurité et la structure avaient remplacé la joie. Mais ici, avec Liam et Sophie, elle trouva un rythme qui n'avait rien à voir avec le contrôle, seulement avec la présence. Plus tard, alors que le soleil descendait bas, Sophie se recroquevilla sur une couverture avec un livre d'images, fredonnant pour elle-même. Émilie s'allongea sur l'herbe à proximité, regardant la façon dont la lumière dorée traçait les bords des arbres. Liam s'assit à côté d'elle, mains lâchement jointes, regard fixé sur sa fille. « Elle est forte, » dit doucement Émilie. « Elle a dû l'être, » répondit-il. « Elle a perdu sa maman si jeune. J'ai essayé de la garder entière, mais il y avait des jours où je ne savais même pas comment me tenir debout moi-même. » Émilie se tourna vers lui. « Tu as fait plus que te tenir debout. Tu t'es battu. Tu es resté. » Liam croisa ses yeux. « J'ai eu de l'aide. » Elle n'eut pas à demander ce qu'il voulait dire. Elle n'avait pas besoin. Sophie leva les yeux de son livre et trottina vers Émilie, se laissant tomber sur ses genoux sans hésitation. Elle enroula ses bras autour de la taille d'Émilie et appuya sa tête contre sa poitrine. « Pause câlin », annonça-t-elle. Émilie rit, surprise mais touchée. « C'est une partie régulière de la routine du pique-nique ?» Sophie hocha la tête contre elle. « Tu fais sourire papa plus que n'importe qui, même plus que quand il gagne à Mario Kart. » Le souffle d'Émilie se bloqua légèrement. Liam, observant, sourit, et quelque chose dans sa poitrine s'adoucit. Il les regarda toutes les deux, sa fille et la femme qu'il avait sauvée de plus d'une façon, enlacées dans une image qui semblait un aperçu d'une autre vie, une meilleure, un futur qu'il n'avait pas osé espérer. Il réalisa alors, assis sous un arbre sans bruit autre que le vent et la respiration de sa fille, qu'il ne s'était pas senti aussi calme depuis des années, pas dans les salles de réunion, pas dans les avions, pas dans les murs résonnants de sa maison en verre et marbre. Juste ici, avec elle, avec elle. Il pensa, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, une journée comme celle-ci, un sourire comme ça, une main qui tend vers la tienne non parce que ce que tu possèdes, mais parce que qui tu es quand tu es enfin autorisé à être humain. Il pensa, peut-être que c'est à ça que ressemble un nouveau départ. Et puis, doucement, il murmura pour lui-même, je pense que j'ai trouvé celle avec qui je veux marcher le reste du chemin. La pluie tombait en feuilles lentes et régulières, douce au début puis plus lourde, trempant la ville dans un silence argenté. Émilie n'avait pas prévu de passer à l'hôpital ce soir-là, mais quelque chose l'avait tirée, un instinct d'infirmière peut-être, ou quelque chose de plus profond.
Elle s'était arrêtée au poste des infirmières pour déposer des papiers quand elle surprit deux résidents parler près de la salle des dossiers. Cas de l'année dernière, saignement interne presque fatal, dit l'un. Il est encore surveillé. Il pense que le tissu cicatriciel pourrait affecter sa fonction hépatique. N'a-t-il pas refusé la dernière série d'imagerie? Les pas d'Émilie ralentirent. Le code ID du patient flasha dans son esprit, elle le reconnut. Liam. Sa poitrine se serra. Cette nuit-là, la pluie l'accueillit alors qu'elle se tenait dehors chez lui, poings serrés dans les poches de son manteau, cœur battant plus fort que la tempête au-dessus. Liam ouvrit la porte, surpris, sa chemise à moitié boutonnée et un livre à la main. Émilie. Elle ne rentra pas, tu n'allais pas me le dire, dit-elle, voix tremblante non de volume mais de retenue. Il cligna des yeux. Te dire quoi? Que tes médecins pensent que les dommages ne sont peut-être pas partis, qu'il y a un risque de rechute, que tu as sauté les suivis. La mâchoire de Liam se crispa. Qui t'a dit ça? Ça n'a pas d'importance, dit-elle en s'approchant. Ce qui compte, c'est que tu me l'as caché. La pluie s'accrochait à ses cils, coulait dans son cou. Je ne voulais pas te traîner dans quelque chose de sombre, dit-il doucement. Tu m'as déjà sauvé une fois. Tu ne me dois rien d'autre. Je ne fais pas ça parce que je te dois quelque chose, répliqua-t-elle. Je suis ici parce que je tiens à toi. Il hésita. Émilie. Elle s'avança. Tu penses que je suis resté à tes côtés par pitié? Tu penses que j'ai donné du sang à un inconnu parce que je me sentais désolé pour lui? Il détourna le regard. Je l'ai fait, murmura-t-elle, voix se brisant, parce que quelqu'un m'a dit qu'une petite fille attendait son papa. Parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que la gentillesse quitte ce monde une personne plus tôt. Les épaules de Liam s'affaissèrent. Je ne voulais pas que tu te sentes piégé, dit-il, à peine audible par-dessus la pluie. Tu mérites une vie qui n'est pas ombragée par des SI, un partenaire qui ne vient pas avec des étiquettes d'avertissement. Et tu penses que je n'ai pas connu la perte? Que je ne sais pas ce que la peur ressent? Ses yeux fouillèrent les siens, larmes se mélangeant maintenant aux gouttes de pluie. Tu penses que je choisirais quelqu'un de sûr plutôt que quelqu'un de vrai? Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Elle recula, la douleur fleurissant sur son visage. Tu continues de me repousser pour me protéger, mais peut-être que ce que tu protèges vraiment, c'est ta propre peur d'être aimé quand tu te sens brisé. La poitrine de Liam montait et descendait rapidement, l'émotion emmêlée dans chaque souffle. La pluie les trempait tous les deux maintenant, sa chemise plaquée sur sa peau, ses cheveux bouclant avec l'humidité. Le monde se brouillait autour d'eux, mais aucun ne bougea. Puis soudain, il tendit la main, trouva les siennes, humides, tremblantes, réelles. Alors ne pars pas, dit-il, voix brute. S'il te plaît. Je ne veux plus juste survivre, Émilie. Je veux vivre. Avec toi. Son souffle se coupa. Je me fiche de ce que l'avenir réserve, dit-elle, voix forçant à travers ses larmes. Je me soucie juste que nous l'affrontions ensemble. Il la tira dans ses bras, et là, au milieu de la tempête, deux âmes trouvèrent un abri l'une dans l'autre, pas dans la perfection, pas dans les garanties, mais dans la vérité, l'amour et le miracle silencieux de choisir de rester. 1 an plus tard, la cour de l'hôpital n'avait jamais paru plus vivante. L'espace était transformé avec des auvents blancs, des guirlandes lumineuses et une musique douce jouant sur des haut-parleurs portables. Des bannières lisant, une goutte d'espoir, don de sans besoin. Cette personne, c'était Émilie. Elle s'arrêta, levant les yeux vers elle. Émilie cligna rapidement des yeux, gorge serrée. Sophie continua, elle n'est pas juste une infirmière. Elle est aussi gentille et courageuse, et elle fait les meilleures crêpes quand on fait des soirées pyjama. Plus de rire, quelques larmes silencieuses. Et je voulais juste dire. La voix de Sophie s'adoucit. J'aime mon papa, et j'aime Émilie aussi. Elle lui a donné un second cœur, et maintenant, on le partage tous. La foule fut silencieuse un moment, stupéfaite par l'honnêteté et la tendresse des mots. Puis vinrent les applaudissements, tonitruants et sans retenue. Tandis que les claps enflaient, Liam monta sur la scène à côté de Sophie. Il portait une chemise blanche sous sa blouse d'hôpital, son badge épinglé à la poche, Dr Liam Harper, défenseur des donneurs, fondateur du projet. Mais ce n'était pas pour ça que les gens applaudissaient. C'était la façon dont il regardait Émilie, la façon dont il fouilla dans la poche de sa blouse et en sortit une petite boîte en velours. La foule se tut. Émilie le fixa, souffle coupé,
main figée à ses côtés. Liam s'agenouilla là, sur la scène, sous les lumières jaunes douces, entouré de vie, de rire et du parfum de nouvelles fleurs. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague délicate, dorée, avec un minuscule saphir rouge niché au centre comme un battement de cœur. « Je ne sais pas combien de temps durera cette vie, dit-il, voix rauque d'émotion. J'ai eu assez d'appels proches pour savoir que le temps n'est pas garanti. » Il leva les yeux vers elle, brillant. « Mais si je peux passer ce qui reste à marcher à tes côtés, Émilie, je sais que je vivrai chaque seconde. » Il tendit la bague. « Veux-tu m'épouser ?» Émilie ne pouvait pas parler. Les larmes coulaient librement sur ses joues, mais son sourire perça à travers comme le soleil après la pluie. Elle hocha la tête, puis murmura « oui ». Liam glissa la bague à son doigt. Sophie se précipita en avant, jetant ses bras autour d'eux deux. La foule se leva en ovation debout, acclamations se mélangeant à des reniflements silencieux et des cœurs reconnaissants. Au loin, quelqu'un sonna la cloche symbolique qu'ils utilisaient pour marquer chaque transfusion réussie, une tradition commencée le jour où Liam était sorti de chirurgie vivant. Et sous le doux auvent de lumière, Émilie regarda les gens rassemblés ou étrangers et aimait pareillement en sachant que ce n'était pas juste la fin d'un voyage, c'était le début d'un foyer. Une vie forgée non de richesse ou de perfection, mais de sacrifice, de résilience et d'une goutte d'espoir. Une histoire d'amour qui avait commencé avec du sang et s'était terminée avec un battement de cœur partagé par trois. Ensemble pour toujours. Parfois, le plus petit acte, un moment silencieux de compassion, peut devenir le tournant d'une vie entière. Émilie a donné une goutte de sang et, sans le savoir, a rendu un père à sa fille, un homme à son futur, et à elle-même un amour qu'elle n'attendait pas. Dans un monde qui oublie souvent la beauté de la gentillesse, cette histoire nous rappelle que la guérison, l'espoir et l'amour commencent souvent aux endroits les plus inattendus. Si cette histoire a touché votre cœur, pensez à aimer, partager et vous abonner à Soul Stirring Stories, où chaque récit est un rappel que même les choix les plus silencieux peuvent résonner pour une vie entière. Jusqu'à la prochaine histoire, continuez à croire en l'amour qui guérit et la gentillesse qui endure.